Pierre Luminet, sur votre... Vous avez dans votre livre, que malheureusement j'ai reçu très tard, donc je n'ai pu que le feuilleter, j'ai noté toutefois un très beau chapitre qui s'appelle « Science, esprit et matière », dans lequel vous dites, et c'est quelque chose que je partage entièrement, que le fonctionnement de l'esprit humain ne pourra jamais être réduit à un programme d'ordinateur. Autrement dit, ce qui fait la spécificité de la condition humaine, peut-être sa dignité, si vous employez le terme tout à l'heure, c'est la conscience même. Et la force de la conscience, la puissance de l'esprit sur la matière. Et c'est ce qu'il y a précisément d'exemplaire dans le cas de Hawking, où l'on voit un homme totalement cloué dans son fauteuil, c'est-à-dire invalide à 99,9% sur le plan du physique, mais qui, par sa seule force intellectuelle, prétend résoudre les mystères les plus profonds de l'univers physique, de l'univers matériel, sur l'espace, le temps et la matière. Et je pense profondément qu'il y a finalement dans la connaissance le signe d'une transcendance qui dépasse précisément la condition humaine. Tout homme a tendance à se sentir totalement écrasé par les forces cosmiques, mais il a la conscience qu'il sait que l'univers l'écrase. Je voudrais parler maintenant d'un célèbre malade. Il est paralysé dans un fauteuil, il ne peut pas parler, mais c'est un grand savant. Il s'appelle Stephen Hawking. Il est l'auteur d'un best-seller mondial intitulé Une brève histoire du temps, qui est paru dans sa traduction française chez Flammarion en 1989. Et dans 10 jours sortira en France un film qui porte le même titre, Une brève histoire du temps, qui raconte la vie de Stephen Hawking et qui explique d'autre part ses thèses, ses découvertes. Alors vous l'avez vu, professeur Israël, vous avez été... c'est un film absolument remarquable, très réussi, qui permet à la fois de comprendre ce que vit Stephen Hawking et aussi de comprendre ce qu'il fait jusqu'à un certain point, même pour un non-spécialiste. Ouais. Et vous, alors, vous êtes astrophysicien comme Stephen Hawking, donc vous l'avez vu aussi, Pierre Luminet, qu'en avez-vous pensé? Oui, beaucoup de bien également. J'étais heureusement surpris, c'est-à-dire le réalisateur Pourquoi heureusement surpris? Parce que vous craignez le pire ou... Parce que je constate une décadence du cinéma en général, et que là je trouve que le réalisateur s'en est remarquablement sorti avec un sujet qui au départ est très austère. On a une succession d'interviews en plan fixe, mais il y a un rythme dans les interviews qui, sur le pur plan cinématographique, est remarquable. Bien entendu, le fond est pour moi passionnant, mais c'est mon métier. Oui, mais je pense que même pour des gens qui ne sont pas de ce métier-là, c'est passionnant. Sera effectivement sensible à... Alors Stephen Hawking, Pierre Bonsen, vous êtes allé le voir à Cambridge. Quel âge a-t-il aujourd'hui? Il est né le 8 janvier 1942. Donc il a 50... Il a 51 ans. Il a 51 ans. Il en fait d'ailleurs beaucoup moins. Et alors, de quel âge a-t-il été frappé par cette maladie terrible? À peu près en 1963, juste au moment où il est rentré à Cambridge. Il est passé de Oxford à Cambridge. Donc il avait 21 ans à peu près. 21 ans, oui. Et alors, professeur, qu'est-ce que c'est que cette maladie? Sclérose latérale amyotrophique, eh bien, c'est une maladie dégénérative du système nerveux d'origine génétique. Il est né avec ce défaut qui s'exprime petit à petit, et on n'a pas la moindre idée à l'heure actuelle des traitements qu'on pourrait faire. Oui, mais c'est une maladie qui c'est par palier, hein, l'impression. Par palier, oui. Et lui, il a été petit à petit en s'abaissant, on peut dire, jusqu'à être, je me permets d'employer cette expression parce qu'un de ses amis l'emploie, jusqu'à être aujourd'hui, comme on va le voir, un vrai légume. Quoi, oui. Hein. D'ailleurs, on lui avait dit, quand on lui a annoncé le diagnostic, qu'il en avait pour 2 à 3 ans. Par 2 à 3 ans. Ouais. Et donc, il vit quand même depuis plus Absolument. de... Absolument, il est en sursis. Oui, enfin, paradoxalement, il est moins difficile de communiquer aujourd'hui qu'il y a quelques années. Voilà. Moi, je me souviens, lorsque j'étais jeune étudiant dans son laboratoire, à une époque où il pouvait encore parler, mais d'une façon extrêmement déformée, c'était quasiment impossible de comprendre ce qu'il disait si on ne faisait pas partie de ses proches. Ensuite, il a eu une trachéotomie qui lui a interdit définitivement l'usage de la parole, et donc il utilise un ordinateur à synthèse vocale, et là, on peut commencer à communiquer avec lui. Donc, paradoxalement, c'est vrai qu'il est dans un état pire qu'avant, mais on peut communiquer davantage. En 1985, il a eu une pneumonie, à la suite, qui s'est compliqué énormément, et à la suite de ça, on a dû lui faire une trachéotomie, donc il ne peut plus parler. Alors, à 21 ans, il s'est quand même marié, il a eu le temps de faire 3 enfants. Il a rencontré Jane en 1963, au même moment, et il s'est marié avec elle en 1965, ils ont eu 3 enfants. Ouais. Je précise aussi, pour montrer, il est rentré en 1974 à la Royal Society, qui est l'équivalent de l'Académie des sciences, il avait 32 ans. Oui, ce qui est exceptionnel. Quand même... Alors, vous êtes allé, Pierre Bonsen, l'interviewer, ce qui évidemment n'est pas facile, Cambridge. C'est pas facile parce que, du fait de son succès qu'il a voulu, hein, oui. Il faut bien le préciser, il est quand même sollicité du monde entier. Hein, et puis il est sollicité par des gens sérieux, des gens moins sérieux, des farfelus. Et puis, il n'est pas dans un état quand même tout à fait normal. Et donc, il est ultra protégé. D'abord, il est sur assistance médicale 24 heures sur 24, c'est normal. Et d'autre part, pour l'approcher, puis même, il faut qu'il prenne un certain nombre de précautions, parce que, je veux dire, c'est un grand savant, un savant très sérieux, et donc, il peut pas,
il répond pas à n'importe quoi. Hein. Et, alors, il répond, mais ça n'est pas sa voix qu'on entend. C'est pas sa voix. Parce qu'effectivement, en fait, on ne peut pas parler directement avec Stephen Hawking, sauf par le biais d'un ordinateur. C'est-à-dire qu'il a devant lui deux ordinateurs, un qui lui sert pour ses calculs, l'autre pour qui est une espèce de dictionnaire dans lequel il y a à peu près 2600 mots. Et par un mouvement, on lui met une gâchette dans la main, et par un mouvement imperceptible qu'on va voir, vous allez voir tout à l'heure, il peut appeler ce mot, ou appeler des lettres, et puis composer sur son ordinateur une phrase, et une fois qu'il a composé cette phrase, et par ce mouvement toujours imperceptible, il ne peut même pas bouger, il ne peut même pas écarter les doigts. Il peut juste, on va le voir. Cette phrase, elle devient quoi? Sa phrase, elle passe par un synthétiseur vocal. C'est pas sa voix. Hein. C'est le synthétiseur vocal qu'on entend. Oui. Mais ce qui fait qu'on l'entend mieux que lorsque vous l'avez connu, où là, on ne pouvait plus l'entendre parler. Donc c'est un progrès d'une certaine manière, même si ce n'est pas sa voix qu'on entend. Oui. Alors voici les premières images que vous avez rapportées de Cambridge et de Stephen Hawking. Voilà une image traditionnelle de Cambridge avec un pont en bois sur la rivière Cam. Et là, le River Street, à l'endroit où se situe le département de mathématiques appliquées et de physique théorique de l'université de Cambridge, un haut lieu de la science. Et là, dans une salle commune où se rencontrent professeurs et étudiants à l'heure du thé, se trouve le bureau du professeur Stephen Hawking, qui ne manque pas d'humour. Comme vous allez le voir, il a fait mettre ici du calme, s'il vous plaît, le boss dort. Et voici le boss dans son fauteuil, c'est totalement paralysé dans ce fauteuil. Il vit là, il travaille là, et il ne peut communiquer donc que par ce petit mouvement. Son environnement, en face de lui, son décor, son bureau, une photo de Marilyn Monroe, c'est un montage évidemment, il aime beaucoup ça, une photo de ses enfants, au-dessus de lui une photo avec Steven Spielberg, aussi un petit aperçu de toute sa bibliothèque, des théories de la gravitation, de la relativité, et les trous noirs de Jean-Pierre Luminet, vous voyez, c'est vrai, je ne l'ai pas mis, il était là. Et là, une brève histoire du temps, son best-seller mondial, 3,5 millions d'exemplaires qu'il a fait connaître. Alors Jean-Pierre Luminet, est-ce que vous considérez qu'il serait considéré comme un aussi grand savant qu'il l'est s'il n'avait pas eu cette maladie? La question est très délicate. Ce qui est certain, c'est que Stephen Hawking fait partie d'une longue lignée de physiciens qui comprenaient déjà Kepler, Newton, Einstein, qui sont préoccupés par des problèmes fondamentaux sur la nature de l'espace et du temps et qui cherchent à unifier la physique. Qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi unifier la physique? Bien d'abord, simplement, le physicien travaille sur l'univers et l'univers, ça veut tout simplement dire unité, diversité, étymologiquement. La diversité de l'univers, c'est les particules élémentaires, planètes, étoiles, etc. L'unité, c'est l'existence de forces fondamentales en très petit nombre qui vont structurer l'univers et lui donner cette apparence diverse en fonction d'un très petit nombre d'éléments. Et la démarche de la physique depuis Platon, depuis 2000 ans, c'est de chercher un nombre minimum d'équations et d'hypothèses pour expliquer cette diversité. Hawking est dans cette mouvance, comme à l'heure actuelle, des dizaines d'autres physiciens qui travaillent également sur ce problème fondamental. Pourquoi est-il le plus célèbre? Eh bien, je crois qu'effectivement, l'une des raisons pour lesquelles il est plus célèbre, ce n'est pas parce que ces théories sont réellement plus fortes ou plus puissantes que d'autres théories qui sont développées par ailleurs, bien qu'elles soient extrêmement, effectivement, profondes et dignes d'intérêt. Donc, en particulier, Hawking s'intéresse aux problèmes, comme bien d'autres, aux problèmes des débuts même de l'univers et essaie d'éliminer de la théorie de la relativité, ce que l'on appelle la singularité, le Big Bang initial, qui pose effectivement un problème pour le physicien. Et donc, il a trouvé une solution particulière d'un ensemble d'équations qui a été mis au point non pas par lui, mais par John Wheeler, l'un des grands physiciens américains qui intervient dans ce film. Mais c'est quand même un génie, quand même, ce type. C'est quand même un très grand physicien. Un très grand physicien, bien. Alors, on va voir une question que vous lui avez posée, Pierre Boncenne, qu'il est beaucoup moins affirmatif que sa mère à propos du rôle que sa maladie a joué dans ses recherches et dans ses travaux. I decided to work in theoretical physics before I knew that I had motor neuron disease. But it was fortunate that I chose theoretical physics, because the disease would have prevented me from following almost any other career. In theoretical physics, it has not been a serious handicap, but it would not be true to say it had helped me in my work. I expect I would have made the same discoveries if I had not been ill. Voilà. Et puis après, vous lui avez demandé
si ces théories étaient compréhensibles pour vous et moi, pour monsieur tout le monde. Voici sa réponse. When theories are first thought of, they seem impossibly complicated and beyond the understanding of ordinary people. But with time, the underlying concepts become clear and understandable by most people. Nowadays, most people know the Earth goes round the Sun, rather than the Sun goes round the Earth. So, Bon, Jean-Pierre Lunet, qu'a découvert Stephen Hawking? Quelle est sa théorie qu'il a rendue célèbre? Et ce que vous Hawking pouvez s'est intéressé principalement à deux aspects clés, de domaines clés de la physique contemporaine, parce qu'ils sont clés, parce qu'ils sont problématiques. C'est le fonctionnement des trous noirs, les trous noirs et le début de l'univers. Pourquoi? Parce que c'est justement en vue de cette quête de l'unification de la physique, et en particulier unifier la théorie de la relativité générale d'Einstein qui décrit la gravitation, donc l'organisation de l'univers à grande échelle, et la mécanique quantique qui, elle, va décrire le monde microscopique et le monde des particules élémentaires. En général, ces domaines ne se recoupent pas, sauf dans deux circonstances particulières, qui sont le début de l'univers très primitif, puisqu'on pense qu'il y a environ 15 milliards d'années, l'univers a été très chaud, très dense, et donc régi également par des phénomènes de mécanique quantique, et également le fond des trous noirs. Donc Hawking, comme d'autres physiciens, s'est intéressé en particulier à ces deux domaines clés pour essayer de réaliser un mariage qui est encore impossible aujourd'hui entre la gravitation et la mécanique quantique. Oui. Alors, vous avez fait un ouvrage sur les trous noirs, on l'a d'ailleurs vu dans la bibliothèque de Stephen Hawking, mais est-ce que vous pouvez nous l'expliquer comme ça, mais en deux phrases? Vous avez fait écrire un livre, mais d'une manière lumineuse, si j'ose dire, le trou noir. C'est quoi le trou noir? J'ai écrit un livre de 400 pages sur le trou noir, je peux essayer de vous l'expliquer en une minute. Bon, je peux dire simplement une phrase du type « les trous noirs, c'est le triomphe de la gravitation sur la lumière ». Alors, c'est une jolie phrase. Alors, deuxième explication, eh bien, le trou noir est un astre si concentré que son attraction gravitationnelle est si grande qu'elle emprisonne la matière et les rayons lumineux. Et si vous me dites que vous n'avez rien compris, je vous sors une troisième chose, qui est un morceau d'espace-temps que j'ai apporté ici. Alors, parce que ce qu'il faut voir, ce qu'il faut comprendre, je vais vous le montrer. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Einstein nous a appris au début du siècle que l'univers est une sorte de texture subtile, un mariage subtil entre l'espace, le temps, la lumière et la matière. Ici, je vous montre un morceau d'univers réduit à 2 dimensions, au lieu de 4, sinon je ne pourrais pas vous le montrer, qui est tissé par les rayons lumineux. Einstein nous a dit que l'univers, c'est un tissu et qui est élastique. La trame du tissu, c'est les trajectoires des rayons lumineux. En l'absence de matière, les rayons lumineux vont en ligne droite. En présence de matière, il y a de la courbure. Le tissu est élastique. Alors je sors de ma poche une étoile, comme le Soleil, qui n'est pas très massive. Je mets une étoile comme le Soleil, j'ai une légère courbure du tissu élastique de l'espace-temps. C'est-à-dire que les rayons lumineux sont déviés au voisinage des masses. Eh bien, le trou noir, c'est une étoile plus dense que le Soleil, qui va être si dense, en fait, qu'elle va creuser, c'est de la prestidigitation, qu'elle va creuser un puits, en fait, infiniment profond dans le tissu élastique de l'espace-temps, un puits que je ne peux pas montrer sur ce tissu, mais qu'en revanche, je peux montrer sur celui-là. C'est exactement la représentation de la déformation extraordinaire de l'espace et du temps, qui est creusé par un trou noir dans l'espace-temps. Et on voit que les rayons lumineux, la trame du tissu, de la résille, sont effectivement totalement piégés par cette présence de concentration extraordinaire de matière. Oui, alors on va d'ailleurs voir un trou noir. Et précisément pour comprendre le film que vous allez le voir, il fallait précisément montrer la déviation des rayons lumineux. S'il vous plaît, Alexandre Tartin, envoyez-nous le trou noir. Qui sort d'ailleurs de votre observatoire. Alors, ce sont des simulations, ce sont des calculs qui ont été effectués dans mon laboratoire, essentiellement par Jean-Alain Marc, qui montrent donc les extraordinaires illusions d'optique, finalement, qui sont engendrées au voisinage d'un trou noir, qui va dans son environnement totalement déformer les trajectoires des rayons lumineux. Ici, essentiellement, il s'agirait d'un trou noir entouré d'une structure gazeuse, c'est-à-dire du gaz qui tombe dans un trou noir et qui est chaud. Et on a ici, c'est comme si nous nous trouvions à l'intérieur tous, là, dans l'intérieur d'un vaisseau spatial, et que l'on accomplisse plusieurs tours en nous éloignant et en se rapprochant du trou noir, en traversant ce disque d'accrétion. Et on voit tout un tas de phénomènes que je n'ai malheureusement pas le temps d'expliquer ici je trouve ça très beau. Quelques secondes. C'est en tout cas esthétique, mais c'est surtout scientifiquement exact, puisque chaque image, il y a 25 images par seconde, chaque image est le fruit d'un calcul de quelques heures d'ordinateur. Alors, dans Jean-Pierre Lumier, dans Science et Avenir, vous expliquez quelles ont été l'importance des travaux de Stephen Hawking, vous en parlez très bien,
Alors, ce qu'on apprend aussi, c'est que Stephen Hawking, de ses trouvailles, c'est qu'il a trouvé que les trous noirs n'étaient pas complètement noirs. Hein. Oui, et c'est lui qui l'a découvert. C'est peut-être sa découverte qui restera sans doute dans l'histoire des sciences. Les trous noirs ne sont pas complètement noirs. En tout cas, ce qu'on appelle les mini-trous noirs, gouvernés par des effets quantiques, semblent pouvoir perdre la matière sous forme d'un rayonnement, et donc ils ne sont pas totalement noirs. Et puis vous avez cette jolie phrase dans votre article, « Hawking est mieux placé que quiconque pour juger de la précarité de la condition humaine face à l'immensité cosmique. » C'est ce que j'essayais de dire au début, c'est ça qui fait finalement la véritable valeur, en tout cas celle qui est la plus apte à toucher le plus large public, c'est cette extraordinaire force intellectuelle d'un homme qui a des déficiences physiques extrêmement graves, mais qui, par sa seule puissance intellectuelle, parvient à ouvrir quelques clés des mystères du cosmos. En le rencontrant, et puis je n'aurai pas l'outrecuidance de discuter ces théories, mais moi, j'ai pensé au titre, vous savez, d'un mathématicien que vous avez reçu ici à Beyond Culture, et apostrophe Jean Dieudonné, et qui a écrit un livre qui s'appelle Pour l'honneur de l'esprit humain. Et je trouve que Stephen Hawking, c'est vraiment l'incarnation de ce titre extraordinaire, Pour l'honneur de l'esprit humain. Oui, je suis entièrement d'accord avec ce qui vient d'être dit, mais j'aimerais souligner que le même prix s'attache à une existence qui ne serait ni celle de Stephen Hawking, ni celle du mathématicien Dieudonné, mais même de celle d'un clochard. Je veux dire, ça renferme la même part et de mystère et de dignité. Il ne faudrait pas que nous laissions aller à mettre au point des échelles de valeur. Il ne s'agit pas du tout de faire de l'intellectuel, mais de parler de la valeur irremplaçable de la conscience. Exactement, oui, de la vie humaine, absolument. Il ne faut pas faire justement de Hawking un mythe, et pour prendre un exemple, une brève histoire du temps, il l'a déclaré lui-même, il l'a écrit, pourquoi faire? Pour gagner de l'argent. Oui. Je veux dire, il est une brève histoire du temps. Parce qu'il gagner de l'argent, parce qu'il avait besoin d'énormément d'infirmières qui s'occupent de lui à 100%. Et d'ailleurs, il le dit